Bonjour et tout d'abord bienvenue. Merci de nous rejoindre sur la plateforme GreenTech. J'espère que les conférences que vous avez déjà pu visionner vous ont intéressé. Notre conférence portera sur le thème de la vie privée et l'utilisation de vos données dans les villes connectées. Je serai en compagnie de Romain, Julien, Étienne et moi-même. Dans un premier temps, je vous présenterai le but d'une Smart City et quelques exemples de ces applications tout autour du club. Étienne vous présentera ensuite les différentes problématiques qui en ressortent. Puis Julien vous exposera les différentes solutions existantes. Et enfin, Romain nous parlera de la situation actuelle en France. Puis nous finirons par répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. Votre première question, si vous êtes novice dans ce domaine, doit bien sûr être mais qu'est-ce qu'une ville connectée? Nous allons donc sans attendre voir ensemble ce qu'est une ville connectée et ce qu'il en découle. Une ville connectée ou une smart city en anglais sont des villes qui ont recours à la technologie pour optimiser leur fonctionnement. Surtout quand ce processus implique de la collection de données de différentes sources, leur analyse avec des algorithmes et leur utilisation pour améliorer un éventail d'éléments différents. Les enjeux sont nombreux. La ville connectée permettrait de gérer efficacement les flux humains, énergétiques et routiers, d'améliorer la performance et la qualité des services publics, et d'apporter des solutions en temps réel à des problèmes inopinés. Il tire parti des dernières technologies et des dernières découvertes sur les données pour améliorer la vie des citoyens, augmenter la productivité et l'efficacité, réduire les coûts, améliorer la consommation des ressources, améliorer l'adaptabilité et rendre le service plus pratique. Cette approche centrée sur les données offre aux citoyens un meilleur moyen de tirer le meilleur parti de leurs ressources, services et infrastructures actuelles, leur permettant ainsi de fournir un niveau de vie élevé aux habitants. Ces technologies seront le mécanisme important pour surmonter les difficultés qui devraient provenir des booms démographiques et des pressions environnementales. Mais pour rendre des villes intelligentes, il faut beaucoup de données, beaucoup de données pour prendre des décisions efficaces. Pour ceci, les villes collectent des données des citoyens avec leur téléphone, différents appareils, capteurs, caméras, puces RFID, compteurs intelligents et d'autres appareils. Ensemble, ces différents capteurs permettent aux villes d'analyser ce qui se passe en temps réel, mais aussi d'accumuler des données qui peuvent être utilisées plus tard pour faire de meilleures décisions en fonction du problème voulu. Ces points de collecte de données fonctionnent un peu comme nos propres sens, enregistrant des informations sur le monde qui nous entoure et en les envoyant afin qu'elles puissent agir de manière appropriée en fonction des derniers développements. Les villes intelligentes doivent être également interconnectées entre elles pour échanger les informations. Ceci est facilité par l'Internet des objets, ou l'IoT, et d'autres technologies de mise en réseau qui permettent une communication rapide entre les différents dispositifs de collecte de données, les serveurs et les points d'action. Les données peuvent être envoyées aux serveurs centraux où les décisions sont prises ou peuvent être envoyées à d'autres appareils intelligents pour influencer leurs actions. Ces canaux de communication s'apparentent à des nerfs. Ils dirigent les informations de l'endroit où elles sont captées ou observées vers l'endroit où les décisions vont être prises et les transmettent également les réponses là où elles doivent aller. Maintenant que vous avez une idée plus précise du fonctionnement des villes connectées, nous allons voir quelques exemples d'applications actuelles dans les villes autour du globe. Amsterdam est l'une des premières à adopter des solutions de ville intelligentes. En effet, la capitale néerlandaise utilise ces technologies pour offrir aux citoyens une qualité de vie élevée, soutenant un ensemble diversifié de projets tels que des plateformes de données ouvertes, de logements intelligents, un stockage d'énergie distribué, etc. Ayant reconnu l'importance des mégadonnées, les autorités locales ont créé une impressionnante base de données ouverte qui couvre les 32 districts de la ville et qui contient 12 000 points de données liés à la valeur foncière, aux soins de santé, aux adresses, au trafic et à l'éducation. Dans l'ensemble, la ville utilise la plateforme Amsterdam Smart Cities pour gérer plus de 70 projets de villes intelligentes et une centaine de partenaires. Les projets menés par les autorités locales sont divisés en plusieurs domaines, dont les infrastructures, l'énergie intelligente et les déchets, la mobilité intelligente, la gouvernance et l'éducation, et la participation citoyenne. L'IoT Living Labs, par exemple, est une zone de 3700 mètres carrés équipée de balises et de capteurs intelligents IoT qui permettent aux innovateurs de tester diverses solutions en milieu urbain.
En outre, les unités de police, les services d'incendie et les services d'ambulance sont connectés via un service d'échange de messages pour faciliter la coordination des opérations de sauvetage. Véhicule to Grid est une initiative tout aussi impressionnante. Il permet aux véhicules électriques de faire office de fournisseurs d'énergie de secours lors de pannes et de stabiliser le réseau. Et les ordures collectées dans la ville sont incinérées pour produire de l'électricité, tandis que les bancs de rue sont fabriqués à partir de matériaux composites. Nous allons maintenant voyager du côté de Toronto. Les grandes entreprises technologiques sont également intéressées par la construction de villes intelligentes. Sidewalk Labs, une filiale de la société mère de Google, prévoit de développer le quartier le plus innovant du monde. Le projet se déroulera sur les rives du lac Ontario à Toronto. En termes de logement, l'entreprise construira plusieurs bâtiments jusqu'à 30 étages en utilisant des composants modulaires produits dans son usine locale, et 40% de ces appartements entreront dans la catégorie des logements abordables. De plus, un prolongement du train léger reliera l'établissement de haute technologie à Toronto, tandis que les cyclistes et les piétons bénéficieront d'une chaussée chauffée qui fait fondre la neige et qui garde les rues libres. Sidewalk Labs promet que le quartier ne produira aucune émission de carbone. Le quartier produira beaucoup de données à l'aide des capteurs placés dans les bâtiments, les routes et les rues. Et ces données seront analysées, qu'elles portent sur la consommation de l'énergie, l'utilisation des bâtiments ou le modèle de trafic. L'entreprise souhaite les analyser. Comme on pouvait s'y attendre, ces plans ont entraîné des réactions négatives du public. L'Association canadienne des libertés civiles poursuit le gouvernement qu'il arrête le projet en raison d'ambiguïté sur la façon dont les données seront collectées puis traitées, et ensuite stockées. Sidewalk Labs, quant à lui, se vante des avantages économiques de l'ensemble du projet qui sera censé générer 44 000 emplois directs et 14 000 milliards d'euros en impact économique d'ici 2040. La Corée du Sud abrite un certain nombre d'entreprises de haute technologie, dont Samsung et LG. Les citoyens locaux ne sont pas étrangers aux dernières technologies et l'administration de la capitale du pays, Séoul, leur emboîte également le pas. Au cours des 4 prochaines années, le gouvernement métropolitain de Séoul prévoit d'investir 1,24 milliard de dollars pour faire de la ville une capitale du Big Data. À cette fin, plus de 50 000 capteurs IoT seront placés dans toute la ville. Ces appareils collecteront des données sur les poussières fines, l'intensité de la lumière nocturne, la circulation des véhicules et bien d'autres choses, aidant les autorités à concevoir des politiques appropriées. Les citoyens bénéficieront également de centres d'appel gouvernementaux plus réactifs. Le système d'Asan Call Center, qui traite les plaintes de civils et les questions sur les services publics, testera un chatbot basé sur un IA qui répondra aux demandes des citoyens par SMS. Le gouvernement de Séoul prévoit également d'installer 18 000 caméras de surveillance supplémentaires avec des algorithmes informant automatiquement les unités de police des bagarres ou autres formes d'inconduite. Et tous les bus disposeront ainsi d'une connexion Wi-Fi publique gratuite en 2020. Les personnes âgées vivant seules seront également prises en charge, car les fournisseurs d'énergie surveilleront leur consommation d'électricité pour détecter des problèmes. Singapour se transforme également en ville-État intelligente. L'Asie possède une autre ville intelligente impressionnante, qui est donc Singapour, une ville-État insulaire qui utilise l'innovation numérique pour offrir aux citoyens de meilleurs services publics. Et le gouvernement local a mis en œuvre de nombreux projets dans le cadre de son initiative Smart Nation. Par exemple, il a installé plus de 52 000 caméras de surveillance permettant à la police de réagir rapidement à tout signe de problème. En outre, la plateforme Exchange, qui s'appelle Codex, permet aux agences publiques de partager des données, tandis que l'application mobile One Service achemine les plaintes des citoyens vers les institutions compétentes. Moments of Life est une plateforme destinée aux parents de jeunes enfants. Il les aide avec diverses procédures telles que l'enregistrement de la naissance d'un enfant, la demande de subventions gouvernementales ou la localisation des écoles maternelles à proximité. Les familles bénéficieront également de solutions de billetterie main libre qui permettent une entrée et une sortie facile dans les gares. Les autorités des transports de la ville s'appuient fortement sur l'analyse des données. En collectant des informations à partir des cartes tarifaires et des capteurs installés dans 5000 véhicules, l'institution est en mesure de gérer efficacement les bus
d'identifier des points chauds des navigateurs et de fournir des mises à jour en temps réel sur les heures d'arrivée des bus. En effet, l'utilisation des technologies numériques a réduit le taux de bus surchargés de 92%. Une autre nation insulaire qui investit dans les technologies des villes intelligentes est l'Islande. La capitale, qui est Reykjavik, abrite une majeure partie de la population du pays et est fière de diverses initiatives de développement durable. La ville est principalement alimentée par des sources d'énergie non renouvelables, telles que de l'énergie géothermique, et la société de services publics locale OnPower offre à ses clients une réduction de 40% sur la recharge rapide de leurs véhicules électriques. Pour le transport en commun, les citoyens peuvent utiliser une application mobile fournie par Stradbus, un opérateur de bus local, pour acheter des billets, planifier un voyage, vérifier les heures d'arrivée et recevoir des informations sur les services de transport. Et les autorités municipales font également bon usage des données. La plateforme Lurk par exemple, combine des informations sur divers systèmes tels que les services publics, les télécommunications, les bâtiments, les limites de parcelles et les eaux usées en un seul système. La plateforme est connectée aux registres nationaux de l'immobilier et de la population, permettant aux agents publics de faire des analyses sophistiquées et d'élaborer de meilleures politiques. De retour en Asie, plus particulièrement à Tokyo, à la suite du tremblement de terre de 2011 qui a entraîné un tsunami dévastateur et des accidents nucléaires, le Japon a investi massivement dans les technologies des villes intelligentes en se concentrant particulièrement sur les projets de préparation aux catastrophes. À Tokyo, par exemple, des parcs tels que le parc de prévention des catastrophes de Rinkei peuvent être transformés en une installation de survie avec un bunker qui peut protéger les personnes contre les catastrophes et des stations de recharge solaire qui peuvent alimenter des appareils et des vélos électriques. En outre, les bancs publics peuvent être transformés en cuisinières, le parc ayant suffisamment de nourriture et d'eau pour durer 72 heures. Les autorités de Tokyo utilisent également l'IA pour traiter les données visuelles des milliers de caméras. L'objectif est d'analyser le sens de circulation en cas de catastrophe et de fournir aux citoyens des suggestions sur la manière de rejoindre leur domicile ou leur zone de secours le plus rapidement et le plus simplement possible. L'énergie intelligente est un autre domaine d'intérêt pour le Japon. La Tokyo Electric Power Company, par exemple, prévoit d'installer 27 millions de capteurs intelligents d'ici 2025. Le projet permettrait aux citoyens de surveiller et de réduire leur consommation d'énergie, ce qui entraînerait une baisse des factures d'énergie et un air plus propre. Le Bureau de l'environnement de Tokyo met en œuvre des programmes d'économie d'énergie qui exhortent les entreprises à réduire leur consommation d'énergie de 20% et à vendre toute économie au-delà de cet objectif. Pendant ce temps, en Europe, Londres prévoit de devenir la ville la plus intelligente du monde d'ici 2020. À cette fin, l'administration locale a lancé plus de 20 initiatives qui s'attaquent aux défis urbains tels que la congestion, la pollution, l'inclusion financière et l'activité physique. Le projet Connect London, par exemple, apportera la connectivité 5G à toute la ville et le Wi-Fi gratuit sera disponible dans de nombreux espaces publics. Les lampadaires sont mises à disposition et à niveau grâce à des capteurs de qualité d'air, des points de recharge pour des véhicules électriques et des caméras. La ville prévoit également d'utiliser l'apprentissage automatique pour analyser la pollution de l'air en collaboration avec l'Institut Alan Turing. Sadiq Khan, le maire de Londres, a également soutenu le lancement du London Data Store, un portail de données ouvertes qui permet au public d'accéder à plus de 700 ensembles de données, de l'emploi et de l'économie au logement et à la santé. Au cours de ces 10 prochaines années, les autorités municipales investiront plus de 5 milliards de dollars dans des projets de transport afin de réduire la pollution et les embouteillages. Les grandes entreprises suivent également des initiatives similaires. Le géant des supermarchés Tesco, par exemple, met en œuvre diverses initiatives vertes et prévoit d'utiliser plus de véhicules zéro émission d'ici 2025, alimentant les installations uniquement avec des énergies renouvelables d'ici 2020 et réduisant la moitié des déchets d'ici 2030. Le département de New York n'est pas non plus étranger aux technologies de villes intelligentes. Le NYCX est un département du bureau du maire en charge de l'innovation, qui mène plusieurs projets de technologie qui relèvent des défis dans les secteurs tels que la mobilité intelligente, le logement, la sécurité publique et la gestion des déchets.
Le projet Link NYC, par exemple, se concentre sur le remplacement des téléphones payants typiques par des bornes qui fournissent aux citoyens une connexion Wi-Fi, une tablette Android pour la navigation sur le web, des appels gratuits vers toutes les États des Amériques et un bouton d'appel d'urgence et 2 ports USB pour un téléphone. La ville modernise également les lampadaires avec des alternatives intelligentes à Dell qui ne s'allument que lorsque celles-ci sont approchées par des piétons. Des milliers de compteurs d'eau intelligents ont été aussi déployés dans toute la ville, aidant les gestionnaires d'immeubles à réduire leur consommation d'eau. Et les habitants de la ville bénéficieront également de poubelles intelligentes appelées Big Bellies. Ces bidons avancés augmentent la capacité de stockage en utilisant un compacteur de déchets à énergie solaire et en alertant un opérateur lorsqu'il est temps de les ramasser. Les unités d'application de la loi utilisent également une technologie avancée, le Punch Lab, qui est un programme de prédiction de la criminalité qui a été testé avec succès dans la ville et a contribué à réduire la criminalité violente dans certaines parties de New York. Les autorités locales prévoient aussi d'utiliser l'innovation pour relever différents défis, en veillant à ce que la zone urbaine devienne plus propre, plus sûre et plus prospère. Donc, nous allons maintenant parler des problématiques majeures sur les smart cities. Donc, avant de choisir précisément notre sujet, nous nous sommes posé quelques questions. Quels sont les réels avantages d'une ville connectée? Est-ce que la surconnexion des objets est-elle vraiment utile? Comment rendre les villes moins dépendantes de l'énergie? Comment intégrer les zones rurales aux smart cities pour limiter les inégalités? Puis, nous avons trouvé et choisi un sujet qui nous concerne tous, c'est-à-dire nos données. Ce qu'il faut savoir, c'est que les smart cities fonctionnent beaucoup sur un principe de collecte puis d'analyse de données. Il nous est donc paru comme une évidence, et surtout au vu de la situation actuelle, de la question de la vie privée à l'intérieur des smart cities. La question que nous sommes alors posée, c'est ville connectée et liberté individuelle, un conflit inévitable. Donc, ville connectée et liberté individuelle, un conflit inévitable, c'est la question que nous nous posons. À l'heure où la collecte de données est de plus en plus courante et nécessaire au bon fonctionnement de nos applications, de nos institutions et de notre vie de tous les jours, globalement, il est essentiel que cette collecte de données, quand celle-ci est faite pour rendre service aux citoyens et uniquement dans leur intérêt, il est essentiel qu'elle soit absolument transparente et dénuée de tout autre but. Chaque citoyen a un certain nombre de libertés, que ce soit liberté d'expression, de circuler, de droit pardon, à la vie privée ou bien d'anonymat sur Internet par exemple. Et il nous tient vraiment à cœur que ces libertés soient respectées dans ce tout nouveau contexte que sont les villes connectées, dit les smart cities. Nous partirons alors d'abord sur un exemple concret qui éthiquement et selon nous n'est absolument pas l'exemple à suivre, c'est celui de la Chine. Ensuite, nous déclinerons les solutions possibles et celles que nous proposons pour garantir le respect des libertés de chacun. Nous ferons pour finir un point sur la situation actuelle en France. Donc nous allons prendre l'exemple de la Chine avec d'abord une petite introduction et une mise en contexte. Alors la Chine, nous allons le voir, c'est un exemple concret où les smart cities et leur technologie ne sont plus au service des citoyens, mais plutôt au service de l'État et du gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de la Chine est assez spéciale, surtout au niveau de ce qui peut se passer sur Internet. Et vous allez voir comment cela est lié à ces nouvelles smart cities. La Chine possède d'abord une volonté de contrôle total sur leurs données et celle des habitants chinois. C'est pour cela qu'elle bannit l'utilisation de sites d'autres grands groupes, souvent américains,
pour valoriser ces sites locaux. Donc Google, Amazon, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, YouTube ou même Wikipédia sont interdits sur le territoire chinois. Ils sont donc remplacés par des équivalents locaux et tout cela est fait pour défendre de bien nombreux intérêts, qu'ils soient économiques ou politiques, mais aussi et surtout dans une volonté de maîtrise totale des données qui circulent. En plus d'avoir un énorme pare-feu qui vérifie et régule l'entièreté du trafic Internet chinois international, le gouvernement chinois possède une vue sur l'entièreté des données des sites locaux chinois. Cela va donc leur donner une vue d'ensemble et un contrôle sur absolument tout ce qui se passe sur Internet en Chine. On peut faire une petite parenthèse sur la liberté globale sur Internet en Chine. Alors, d'après Freedom House, une ONG, quand même financée par le gouvernement américain, donc toutes ces informations sont à prendre avec un certain recul, connaissant les tensions entre les deux pays. Mais la Chine aurait un score de 10 sur 100 dans les libertés laissées aux citoyens sur Internet, ce qui entre nous est plutôt faible, avec notamment une violation d'absolument tous les droits d'utilisateur. Il y a donc pour la Chine une volonté d'être omnisciente par rapport à l'activité de ses habitants sur Internet, notamment. Nous nous écartons un peu des smart cities, mais vous allez voir qu'avec ces données et avec l'aide des villes dites connectées, cela va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors concernant l'utilisation des smart cities en Chine, il faut savoir que la Chine utilise beaucoup la reconnaissance faciale et donc beaucoup de caméras. En 2009, la Chine, c'est 2,75 millions de caméras de surveillance. En comparaison, en 2020, on serait plus aux alentours de 600 millions de caméras dites intelligentes et interconnectées, c'est-à-dire des caméras qui permettent d'identifier chaque habitant et très précisément. En plus des reconnaissances faciales, ces caméras intègrent des reconnaissances de démarche qui permettent d'identifier un individu s'il est de dos ou bien même masqué. Donc tout ceci reste encore expérimental pour la reconnaissance de démarche, mais à terme, cela va pouvoir être grandement intégré. Donc actuellement, la Chine est capable d'identifier sur ses caméras de surveillance précisément chacun de ses citoyens. Pour revenir donc au nombre de caméras, la Chine souhaite en 2022 atteindre le chiffre qui est plutôt important de 2,76 milliards de caméras sur l'ensemble de son territoire. En comparaison, en France, nous avons environ 1 million de caméras pour environ 70 millions d'habitants, donc un ratio de 1 sur 70, donc une caméra environ pour 70 habitants. En Chine, avec déjà les 600 millions de caméras installées pour 1400 millions d'habitants, on est presque sur un ratio de 1 sur 2, donc une caméra pour un peu plus de 2 habitants. Ce qui est quand même assez énorme. Bon, cela reste quand même un peu plus complexe parce que la Chine possède un territoire beaucoup plus vaste que la France, mais ces chiffres démontrent quand même une surutilisation de ces moyens par rapport aux autres pays, dont le nôtre. Mais alors, tout ceci au service de quoi? Pourquoi avoir autant de caméras? Alors, comment ces caméras sont-elles utilisées? Dans quel but? D'abord, on a bien sûr la surveillance classique, donc avec des caméras uniquement présentes pour assurer une sécurité en cas d'incident ou autre, comme on peut voir chez nous, quoi, avec les caméras de surveillance. Mais on a aussi des utilisations un peu plus poussées, comme dans le métro, par exemple, où on peut payer son billet simplement avec la reconnaissance faciale ou détecter si quelqu'un essaie de frauder le métro. On peut aussi avoir, par exemple, dans des aéroports, pardon, euh,
de la reconnaissance faciale qui, juste avec notre visage, nous permettent d'obtenir toutes les informations sur nos vols et nos détails personnels, donc très pratique pour se repérer. Le champ d'application de la reconnaissance faciale est très large, que ce soit globalement ou même de son utilisation en Chine, et peut avoir de grands bienfaits, pouvant largement faciliter certaines tâches. Cependant, ce n'est pas la seule utilisation qui en est faite. Ces technologies sont-elles juste là dans un but pratique et dans l'intérêt commun ou des citoyens, donc pour payer son ticket de métro plus rapidement, pour se repérer dans un aéroport ou même limiter certaines fraudes, mais sont-elles uniquement utilisées dans ce but et ses intérêts? Avec cette sursurveillance même, le gouvernement, comme je l'ai dit, est capable d'identifier chaque habitant sur l'ensemble du réseau de caméras. La police est même dotée de lunettes connectées qui permettent d'identifier chaque individu en donnant précisément ses informations personnelles, donc son nom, son âge, son adresse, etc. Donc, on pourrait penser que dans un but uniquement pratique, cela pourrait être grandement utile pour la police, lui permettre de faire au mieux son travail, mais mis au service d'un État et d'un gouvernement, cela peut vite devenir assez dangereux pour la liberté des habitants, car cela possède forcément quelques dérives. Le problème de cette volonté de tout connecter et de centralisation des données, c'est que cela mène donc à des abus et des dérives. On peut prendre un autre exemple, même s'il s'écarte un peu des smart cities. C'est la reconnaissance faciale qui a pu être utilisée en Chine dans des écoles, par exemple, pour vérifier que les élèves restaient attentifs en cours, ne bavardaient pas. Cela a même été étendu finalement à la mise en place d'un bandeau qui se base sur l'électrocéphalographie, une méthode d'exploration cérébrale qui permet de mesurer l'activité cérébrale à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Toutes ces informations sont ensuite remontées à un logiciel que peut utiliser un professeur, par exemple, pour vérifier quel élève est bien attentif. Je fais le lien entre ça et les villes connectées pour montrer les dérives malsaines que peuvent avoir ces nouvelles technologies qu'on utilise toujours avec une volonté de contrôle plus importante sur tout ce qui nous entoure. Et c'est malheureusement le cas en Chine avec donc le score de citoyenneté, aussi appelé crédit social. Donc on va faire une petite remise en contexte avant de développer plus largement ce point. En Chine, c'est une culture sociale assez différente, avec une notion de mérite et de dépassement de soi très implantée dans le pays. Donc ce système de notation des habitants n'est donc pas forcément mal perçu par tous les habitants. Donc ce score, appelé crédit social, peut avoir un fonctionnement un peu différent ou des notions différentes selon les régions, mais globalement le principe reste le même sur l'ensemble du territoire. Le but de cette notation est d'écarter les citoyens qui nuisent au bon fonctionnement du pays et d'inciter les gens à faire de bonnes actions pour être récompensés, mais surtout de ne pas être sanctionnés. Donc vient alors à tout ça se greffer la centralisation des données en Chine qu'on a vu un peu plus précédemment, que ce soit des réseaux sociaux, des sites marchands ou bien même, comme on l'a vu, des caméras de surveillance. Un habitant qui aurait donc par exemple traversé au feu rouge ou eu un paiement trop tardif des impôts, des difficultés à rembourser un prêt, qu'on aurait vu frauder dans les transports ou même qui auraient même trop joué aux jeux vidéo par exemple, et bah, tous ces facteurs vont pouvoir faire baisser ce crédit social. D'autres contrôles peuvent être aussi effectués, des contrôles sur la consommation d'électricité, d'eau, de carburant. On peut même avoir des déplacements surveillés. Les relations sociales et même religieuses sont surveillées aussi, avec par exemple les réseaux sociaux. Certaines failles ont même révélé que l'ensemble des données collectées pourrait servir à retracer exactement le comportement des habitants, c'est-à-dire ce qu'ils font précisément de leur journée,
où ils sont allés, quand, combien de temps et avec qui. Cela est donc centralisé par le gouvernement et permet donc d'avoir absolument toutes les informations sur une personne donnée. Tout cela mène donc les Chinois à obligatoirement suivre toutes les règles ou même s'auto-censurer car les sanctions peuvent être très handicapantes. En effet, en Chine, si votre crédit social est trop bas, il peut vous être interdit de voyager, que ce soit en train ou en avion. Ou au contraire, avoir une bonne note peut vous donner certains avantages. Donc ça peut passer par des réductions dans les transports, dans les musées, avoir accès à certaines bibliothèques, donc des connaissances même, accès à de meilleures écoles ou même des meilleures chances d'obtenir certains emplois. Les personnes avec de mauvais scores sont affichées publiquement sur Internet, donc on a une liste noire avec leurs photos, leurs noms, leurs âges ou même leurs adresses. Par exemple, quand vous appelez une personne sur liste noire au téléphone, vous êtes averti que cette personne a un score social très bas. On a même, par exemple, sur l'équivalent du Facebook chinois, une carte qui est disponible permettant de voir dans un rayon de 500 mètres autour de soi la localisation précise des personnes avec un mauvais score et leurs informations personnelles. Donc c'est une vraie volonté d'humiliation que la Chine met en place. Et tout cela posait donc énormément de questions sur l'éthique et la morale de l'utilisation des données collectées, mais surtout à quoi s'attendre dans le futur, que ce soit pour la Chine ou pour nous autres pays. Allons-nous tous suivre plus ou moins ce même schéma à terme? C'est pour cela que nous souhaitons avertir sur les possibles dangers de la collecte de données, de son utilisation et proposer nos solutions. Ne pouvons-nous quand même pas parler d'un mal pour un bien, hein, parce qu'en effet, avec ce genre de système, les gens ne respectant pas la loi ne pourront quasiment plus se cacher, réduisant donc grandement les vols, la pollution, les personnes violentes, les infractions de manière générale. Les villes seraient donc plus propres et plus sûres en théorie, mais cela pose énormément de questions. Mais nous venons à penser que de donner à un État un droit de surveillance absolu amènera forcément à des dérives ou des abus, avec forcément de la censure pouvant donc nuire aux libertés intellectuelles, artistiques, critiques, sociales ou politiques. Bonjour, je m'appelle Julien et je vais poursuivre du coup cette conférence avec les actions envisageables et proposées afin de protéger la vie privée des personnes qui vivent dans ces villes intelligentes. La première partie s'intitule La vie privée essentielle à nos vies. Donc malheureusement, il ne suffit pas juste d'éclairer que ces innovations sont susceptibles de causer des atteintes à notre vie privée et de juste dire que nous devons y faire attention. On nous dit assez régulièrement que si on ne fait rien de mal, on n'a rien à cacher. Et je suis dans un premier temps obligé d'expliquer pourquoi ce dicton est tant erroné et pourquoi la vie privée est un aspect si important de nos vies. La vie privée, c'est la partie nécessaire de la vie, car ce sont des moments sans influence extérieure, ni même sans crainte d'être surveillés, qui participent à notre développement personnel. Ce sont des moments de liberté dans lesquels nous nous reconnaissons comme nous-mêmes, capables de faire des choix, d'avoir des préférences et de vivre notre vie selon nos propres opinions. Cela nous donne la liberté d'explorer notre propre identité, nous conférant autonomie, indépendance et intégrité. Les conséquences d'une sursurveillance, notamment dans le cadre professionnel, ont déjà été démontrées par exemple. Cela constitue une intrusion dans la vie privée et elle provoque également des conséquences négatives sur le climat social de l'entreprise et sur la santé des individus, tels que la dépression, le stress ou encore l'anxiété. Il y a des travaux par exemple de Kalman, de Vaudéal, de Rodin et Bourrier-Queniguet qui le témoignent assez bien, pour ne citer que. Il a été démontré qu'elle pouvait amener les individus aux frontières de ce qui leur était été permis, voire d'encourager les dérives, à l'image de l'histoire de 1984 de George Orwell, bien que fiction. Nos erreurs nous façonnent tout autant que nos succès, et si une société de surveillance décourage les gens de cette expérimentation, serait-elle aussi en train de les priver d'une opportunité d'apprendre et de grandir? Une autre raison majeure pour laquelle nous avons besoin de la protection de la vie privée est que certaines informations sensibles pourraient être utilisées injustement contre nous si elles devenaient publiques.
Pour retourner notre célèbre phrase du début, ce n'est pas que vous ayez pu faire quelque chose de mal, c'est que d'autres personnes fassent quelque chose de mal dont vous devez vous préoccuper. Ensuite, je vais parler de la collecte de données. Entre collecte et surveillance, où est la limite? Aucune personne raisonnable ne contesterait que la collecte et l'analyse de données soient incroyablement utiles lorsqu'il s'agit d'optimiser les services d'une ville. Sans données, comment par exemple des responsables pourraient-ils déterminer le meilleur itinéraire pour une nouvelle ligne de train? Rapporté à l'échelle d'une entreprise, on peut parler d'informatique décisionnelle ou business intelligence, désignant les applications, les infrastructures, les outils, les pratiques offrant l'accès à l'information et permettant d'analyser l'information pour améliorer et optimiser les décisions et les performances d'une entreprise. Pour ce qui est de tracer cet itinéraire de train, cela permet de faire avec plus de visibilité et d'essayer de prédire sa pertinence compte tenu des affluences mesurées sur les autres lignes, évitant ainsi toute décision à l'aveugle. Nous devons collecter des données afin de rendre nos villes plus pratiques et plus efficaces. Le problème est que nous pouvons devenir obsédés par la collecte des données au point d'oublier l'impact qu'elle peut avoir sur la vie privée des gens et la vie des autres acteurs. Si tout est enregistré et examiné, cela peut conduire à une asymétrie de pouvoir entre le peuple et son gouvernement. De cette façon, la surveillance devient un outil d'oppression. Les gens craignent l'omniscience du gouvernement et agissent dans les limites étroites par peur, peut-être en limitant leur activisme politique et en ne disant pas leurs véritables opinions. Le résultat final peut être la suppression des partis d'opposition et la fin de la démocratie, un effet paralysant sur la liberté et le choix individuel, et la paranoïa qui découle de la vie dans la culture de la peur. L'un des meilleurs exemples contemporains de cette situation se trouve dans la province de Xinjiang, où le Parti communiste chinois utilise des techniques de surveillance intelligente pour supprimer la population musulmane. Cependant, il ne s'agit pas uniquement que de deux acteurs uniques, le gouvernement et le citoyen. Des outils comme le célèbre moteur de recherche Shodan nous montrent les conséquences de failles de sécurité dans cette infrastructure IoT, les mêmes que celles employées par les villes connectées. Des personnes mal intentionnées sont capables de repérer les équipements exposés sur le web et de contourner leur sécurité pour pouvoir en prendre le contrôle. Ceci impose donc aux villes connectées d'instaurer une sécurité très importante dans ces équipements critiques. On parle alors de mise à jour logicielle, voire matérielle, une grande rigueur sur la forme des codes d'accès, des isolations du réseau, etc. Mais ceci relève d'un autre sujet, bien que toujours lié à la protection de la vie privée des citoyens. On en vient donc ensuite à la centralisation des données. Un autre risque majeur dont nous devons nous préoccuper est la centralisation des données. Si le volume de données collectées est faible, le risque est faible. Cependant, c'est lorsque les données se multiplient qu'il faut prendre en compte de certaines choses. Si des milliers de données sont recueillies sur un individu chaque jour, cela commence à donner une image très nette de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Sans dépersonnalisation, les données peuvent être utilisées pour déterminer l'emploi du temps d'une personne, les personnes auxquelles elle est associée, et bien plus encore. Si le portrait est assez vif, il pourra également être mis en correspondance avec des données anonymes sur les personnes, montrant que les deux ensembles de données représentent en fait la même. Cela peut conduire à l'identification de données précédemment rendues anonymes. Une fois de plus, nous devons faire attention à la manière dont nous collectons et analysons et stockons les données afin de protéger les personnes contre d'éventuelles conséquences négatives. Cela implique la séparation des différents flux de données, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, un cryptage approprié, la limitation des données dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour leur objectif final. Troisième partie, on parle alors de s'échapper. Comment s'échapper de cette surveillance? Lorsqu'il s'agit de grands envahisseurs de la vie privée comme Facebook, vous pouvez au moins choisir de ne pas les utiliser. Vous pouvez alors peut-être être confronté à des conséquences sociales, avoir du mal à vous connecter à certains services et être tout de même un petit peu suivi, mais il y a quand même un choix à faire, même s'il est difficile. Avec la collecte de données dans les villes intelligentes, le seul choix qui s'offre à un résident est de partir. Ils ne peuvent pas être refusés d'être vus par les caméras de sécurité, de se faire enregistrer dans les transports publics et d'utiliser un compteur d'intelligent type Linky, par exemple. Dans l'état actuel des choses, il y a souvent peu ou pas d'options raisonnables pour ceux qui veulent conserver une vie privée ou qui craignent qu'une collecte de données aussi importante ne finisse par avoir des conséquences négatives pour eux. On vient ensuite à l'absence de cadre réglementaire. Les gouvernements ont été assez lents à réagir à notre époque de collecte massive et à cette magie algorithmique, ce qui signifie que la plupart des pays n'ont pas de législation adéquate pour protéger leurs citoyens. Dans de nombreuses situations, les entreprises ou les gouvernements eux-mêmes peuvent collecter des données sur tout ce qu'ils veulent, mais peuvent aussi les utiliser comme bon leur semble, sans trop réfléchir à la manière dont cela affecte les personnes surveillées.
Si nous voulons gérer la transition vers les villes intelligentes en douceur et sans empiéter sur la vie des citoyens, les régulateurs doivent examiner en profondeur la situation actuelle, sa direction probable, les technologies utilisées et tout dommage potentiel de ces approches que les personnes y résidant pourraient subir. Ce n'est qu'après une telle réflexion approfondie qu'ils pourront proposer un cadre juridique approprié qui permettra aux citoyens de profiter des avantages et uniquement des avantages de la vie dans une ville intelligente sans être menacés par diverses violations massives de la vie privée et aussi des cyberattaques. J'en viens à ma dernière partie. Comment atténuer les risques des villes intelligentes? L'évolution vers des villes intelligentes semble inévitable, surtout si nous voulons être en mesure de gérer efficacement la population tant grandissante de nos villes. Dans cette hypothèse, nous ne devrions pas combattre l'idée des villes intelligentes elles-mêmes, mais plaider pour des villes intelligentes soigneusement conçues et dotées de toutes les protections nécessaires pour protéger leurs citoyens. Parmi celles-ci, on peut citer la consultation des citoyens, la transparence, la responsabilité, des mesures relatives à l'anonymat et à la vie privée, des cyberdéfenses appropriées et enfin et surtout une réglementation viable. Pour ce qui est de la consultation des citoyens, chaque fois que de nouvelles initiatives de villes intelligentes est proposée, la planification devrait se faire en collaboration avec ceux qui y vivront et qui devront faire face aux conséquences éventuelles. Cela pourrait se faire par le biais de processus de soumission en ligne, de forums publics et en désignant des organismes de contrôle impartiaux qui examineront les aspects des propositions relatives à la vie privée et à la sécurité. Les planificateurs devront accepter et prendre en compte tout retour d'information critique ou amélioration pertinent et être prêts à y répondre ou à les mettre en œuvre s'ils incluent des mesures raisonnables. Ensemble, toutes les parties prenantes doivent examiner les principaux aspects d'une proposition. Il est important de ne jamais perdre de vue que les villes intelligentes sont conçues pour améliorer la vie des personnes qui y vivent. Si ces derniers ne sont pas consultés ou ne participent pas au processus, non seulement ils se sentiront mécontents, mais les initiatives pourraient ne pas correspondre à leurs besoins réels. Pour ce qui est de la transparence, les villes intelligentes devraient également faire preuve d'ouverture en ce qui concerne la collecte et l'utilisation des données. Un système transparent rendra les gens plus confiants et plus à l'aise pour l'utiliser, tandis qu'un système opaque peut susciter la peur, qu'elle soit justifiée ou non. Les gens doivent être informés de quand et où les données sont collectées et dans quelles circonstances, de quel type de données s'agit-il, comment les données sont-elles traitées, à quoi servent-elles, si les données sont partagées avec d'autres pairs, si la durée de conservation dépasse une norme, comment les citoyens peuvent-ils accéder à la donnée collectée sur eux-mêmes, comment peuvent-ils se désengager lorsque cela est raisonnable, quelles sont les mesures de protection de la vie privée et de sécurité mises en place, etc. Concernant l'anonymat et les mesures de protection de la vie privée, chaque initiative de la ville intelligente devrait être mise en œuvre dans le but de maximiser la vie privée des citoyens, tout en offrant une solution efficace. Dans la mesure du possible, les initiatives devraient ne pas recueillir des données extra, ne recueillir que des données qu'en cas absolue nécessité, de collecter le minimum de données, d'éviter de collecter des informations d'identification sauf en cas de nécessité, rendre les données anonymes à la source lorsque cela est possible, de n'utiliser les données que pour l'objectif fixé et rien d'autre, et d'éviter de partager les données avec d'autres parties, sauf si cela est absolument nécessaire. Enfin, éviter de combiner des données provenant de plusieurs flux, comme j'évoquais juste avant, qui permettent d'identifier des données anonymes. La réalité est que pour de nombreux avantages qui découlent des villes intelligentes, nous n'avons pas vraiment besoin d'autant de données envahissantes. Si une ville essaye d'optimiser son système de transport public, il serait important de connaître le nombre de personnes ainsi que le moment et l'endroit où elles montent et descendent. On n'a pas besoin de connaître le nom de ces personnes, ni leur adresse, ni le nom de jeune fille, ni même l'anniversaire de leur chat. Le simple fait de traiter les navetteurs comme des numéros devrait être la seule donnée nécessaire pour améliorer le système dans la plupart de ces cas. Les choses se compliquent lorsqu'on parle des applications de la technologie des villes intelligentes dans le domaine de l'application de la loi. Dans de nombreux cas, les informations permettent d'identifier une personne et cette donnée peut être utile pour prévenir la criminalité ou attraper un responsable, par exemple. Nous devons examiner chaque situation avec soin et mettre en balance les avantages pour la sécurité publique et les coûts pour la vie privée des individus.
Il est probablement logique d'installer des caméras dans les lieux à haut risque, comme les stations de métro par exemple, mais avons-nous vraiment besoin d'une technologie de reconnaissance faciale qui pourrait suivre les mouvements de chaque personne tout au long de la journée et n'importe où dans la ville? Il n'y a pas de réponse facile dans ces scénarios, il est donc important de considérer le contexte unique d'une situation donnée et d'écouter les points de vue des forces de l'ordre et des défenseurs de la vie privée afin de trouver le bon équilibre. Pour ce qui est de la cybersécurité, les considérations de cybersécurité sont cruciales en raison des systèmes centralisés et intégrés qui interviennent dans les villes intelligentes, ainsi que les quantités astronomiques de data collectées. En raison de l'immense complexité des systèmes de sécurité à cette échelle, les mécanismes de défense doivent être pris en compte dès les premières étapes de leur conception, plutôt que d'être abordés après coup. Malgré le défi, il devrait être possible de gérer des villes intelligentes avec des risques minimaux tant que les bonnes politiques et mesures techniques de cybersécurité sont en place. On en vient à la dernière et avant-dernière partie. Les enjeux des systèmes des villes intelligentes étant très importants, il faut mettre en place un processus solide pour s'assurer que les transgresseurs sont tenus responsables de leurs actes. Cela permettrait non seulement de punir ceux qui se sont mal comportés, mais aussi de dissuader d'autres personnes qui prendraient la même voie. Et aussi de proposer une indemnisation aux victimes. Enfin vient l'aspect réglementation. Chacun des critères évoqués précédemment devrait être codifié dans un cadre réglementaire visant à faciliter l'émergence des technologies de la ville intelligente, sans compromettre la sécurité et la vie privée des résidents. En raison du rythme rapide de développement technologique, ces lois devront peut-être être adaptives sur le plan technologique, comme le règlement américain de l'IPA par exemple. Cela signifie que les lois ne disent pas nécessairement le mode exact de protection requis, mais qu'elles insistent plutôt pour que les organisations mettent en place des garanties raisonnables et appropriées pour une situation donnée. Bien que cette subjectivité puisse sembler être une voie quelque peu bancale à suivre, elle semble quand même fonctionner car les amendes importantes encouragent les organisations à se tromper sur la sécurité, l'alternative consistant à dresser une liste de garanties techniques spécifiques à mettre en œuvre plutôt de cette façon, car dangereuse, par la lenteur du processus législatif aboutira à des recommandations rapidement dépassées. Donc voilà, c'était tout pour les actions envisageables et proposées. Alors, je vais vous parler des smart cities, de la vie privée et de sa situation en France. Donc, en France, nous avons déjà commencé à développer des smart cities, dans 27 communes, dans des communes assez grandes, de plus de 250 000 habitants, telles que Paris, Lyon, Marseille. Ça, principalement, c'est focusé sur l'open data, le Wi-Fi public, les smart grids, l'Internet des objets, le stationnement intelligent, la 5G, la collecte et les traitements intelligents des déchets, les transports autonomes et l'éclairage public intelligent. Donc, je vais vous parler par rapport à la loi. Quelles sont les lois qui nous protègent en France? Donc, nous avons trois lois. Une ancienne qui n'est plus appliquée, mais qui était une des principales en France, donc c'est la loi informatique et liberté de 1978, donc qui permet aux utilisateurs et à toute personne ayant des données, de pouvoir les demander à les modifier, à voir quelles données ont été, récoltées c'était une loi assez générale qui permettait, de vraiment bien protéger, les citoyens français des récoltes de données et leur utilisation. Donc ensuite, en 2018, le RGPD, rentre, en fonctionnement en Europe. Donc ça permet d'unifier toute la protection des données, en Europe. Le but est d'encadrer le traitement des données personnelles. Toutes les entreprises européennes sont concernées et même celles qui ne le sont pas, mais qui proposent un service aux citoyens européens. Par exemple, un site chinois qui vendrait, des choses en France. Les principales mesures du RGPD sont le droit à l'effacement des données. Donc l'utilisateur peut demander l'effacement des données, lui donner plus de contrôle sur ces données.
il faut que les données récoltées par les sites et les entreprises soient sécurisées et notifier l'utilisateur s'il y a eu des fuites de données et vraiment informer l'utilisateur de l'utilisation des données récoltées. Et e-privacy, qui devait être appliqué en même temps que le RGPD, mais en fait, elle n'est pas été adoptée car il y a eu des choses qui ont fait polémique. Par exemple, les entreprises n'ont pas voulu de celle-ci car les amendes étaient trop fortes et le règlement des cookies général par l'utilisateur sur un navigateur allait amputer les rendements publicitaires de ces entreprises. Et des utilisateurs, des citoyens n'ont pas voulu de cette réglementation car elle permettait aux entreprises de savoir la position géographique des utilisateurs par exemple dans des magasins, donc les entreprises savaient, combien de temps les clients restaient dans leur magasin et s'il y allait plusieurs fois par mois ou des choses comme ça. Donc ça n'est pas passé. Donc ensuite, en France, qui protège les données? Donc là, je vous présente la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés et c'est une autorité administrative indépendante française. Donc la CNIL est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Donc ça a été créé en 1974, donc peu de temps avant la loi liberté, et vie privée informatique. Donc elle a 200 000 200 employés et 17 000 millions de budget, ce qui est assez peu en soi par rapport aux quantités de travail qu'elle doit fournir et aux quantités de données qui circulent en France. Donc elle a 6 grands buts, la CNIL, c'est de informer, réguler, protéger, contrôler, sanctionner et anticiper. Donc informer, c'est informer les citoyens, de leurs droits par rapport aux libertés, à leur vie privée sur internet. Réguler, ça va être, donner, les autorisations aux différentes entreprises, sur les traitements des données. Protéger, c'est, aider les citoyens, dans leurs droits et aussi veiller à ce qu'ils soient au courant de leurs droits sur internet par rapport à leurs données. Donc contrôler, la CNIL peut faire des contrôles dans les entreprises pour voir où sont stockées les données, quels sont leurs traitements, et comment sont-elles utilisées. Et si, ce n'est pas, elles ne respectent pas la loi, elles peuvent sanctionner. Donc ça peut aller de l'avertissement jusqu'à une amende de 3 millions d'euros. Et aussi, le but de la CNIL, c'est d'anticiper les prochaines technologies pour, savoir s'il y a des fraudes ou pas, s'il y a des fuites de données ou une utilisation non éthique de ces données. Donc, là, je vais vous parler des enjeux. Donc, pourquoi, la sécurité de la vie privée, des citoyens, est quelque chose d'important pour l'avenir. Donc, là, je vous donne des exemples comme les accidents, les cambriolages, les agressions, les discriminations peuvent augmenter par les capteurs de la smart city, donc ça pourrait aider les délinquants ou autres. Donc ça peut créer des différentes nuisances. Donc par exemple, on sait que la NSA, avait accès à toutes les données via les GAFAM et le projet de surveillance PRISM. Donc ça veut dire que tous les grands groupes, donnaient des backdoors d'informations, à la NSA, donc des services de renseignement, étrangers. Donc ce qui pose un problème, d'éthique et bah, tout simplement d'éthique. Par exemple, si en France les données,
médicales sont stockées sur un data house de Microsoft. Donc, eux aussi ont été attrapés dans ce programme de surveillance Prism. Donc, ça pose des problèmes au niveau du serment d'Hippocrate des docteurs qui ne doivent pas parler de la condition médicale de leurs patients. Donc, il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, dans l'IoT, on va collecter de plus en plus de données à l'issue des personnes. Parce que sur un site web, on peut demander, afficher une condition d'utilisation, alors que sur un objet sans écran, il n'y a pas cette interaction. Donc, on récolte des données sans la permission des utilisateurs, enfin, sans demande directe. Par exemple, c'était le cas des téléconnectés, où, les renseignements américains pouvaient, écouter dans n'importe quel foyer, via le micro de cette téléconnecté qui n'était même pas, vraiment très sécurisé, enfin très peu que sécurisé, donc on pouvait backdoor les micros des téléconnectés. Donc ce qui pose un problème d'éthique parce qu'on entend tout ce que vous dites, vous n'avez plus du tout de près, c'est comme si, quelqu'un était avec vous, chez vous et qu'il entendait tout ce que vous faisiez. Donc aussi, on a des problèmes au niveau de la data. Donc, les capteurs de la smart city va alimenter des bases de données pour l'analyse, de la prédiction, donc les prédictions des prochains événements. Donc, le problème de l'analyse de données, enfin du big data, c'est que au moment où on récolte ces données, bah, on ne sait pas ce qu'on va en faire de ces données. Ce qui va à l'encontre de des politiques en France et en Europe, car, les données, personnelles, quand elles sont récoltées, on doit savoir à quel but elles vont être, utilisées. Mais ce n'est pas le cas dans ces éléments de recherche. Parce que une fois les finalités ont été réalisées, on doit effacer ces données. Mais sauf que dans la collecte du big data, on ne sait pas vraiment à quoi vont servir ces données, au moment de la récolte. Donc c'est un peu, c'est complètement à l'opposé, ce que prévoit la loi. Et donc, avec ces données, par exemple, ça peut être, gênant, pour les utilisateurs. Par exemple, dans le futur, on pourrait prévoir une future police, prédictive. Donc avec l'aide des données de la smart city, on peut prévoir les secteurs, les jours ou même, les jours de la semaine où il y a le plus de risques de crimes. Et donc on peut dépêcher des forces de police à ces heures, à ces endroits. Mais, à nouveau, il y a des risques de discrimination, de stigmatisation de certaines populations. Ça pose des problèmes d'éthique. Et aussi le problème des smart cities et de la récolte de données, c'est par rapport aux algorithmes de transport. Parce que par exemple, plus tard, on va avoir peut-être des avions intelligents, des voitures intelligentes qui est déjà le cas. Et donc, les algorithmes par rapport aux données qu'ils ont récupérées, ils vont avoir un peu le droit de vie ou de mort de certaines personnes. Par exemple, si, on est face à un accident ou à quelqu'un qui traverse la route très rapidement et que la voiture ne peut pas s'arrêter à temps, la voiture peut décider si elle va percuter quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. Donc est-ce que, on pourra dire que l'algorithme sera responsable d'un accident ou pas? Ou, est-ce que, qui va prendre la responsabilité de ça, des voitures autonomes? Parce que le code peut être, très compliqué, on peut pas savoir exactement où ça a fauté, par exemple, si la voiture accélérait au lieu de freiner, bah, qui en est responsable? Donc ça pose des problèmes d'éthique par rapport à ça. Hem, heu, donc, ouais, voilà, on sait pas trop la responsabilité dans les logiciels du futur, dans les programmes intelligents, quel fournisseur de logiciels, quel sous-traitant va être, sous la responsabilité de ça? Est-ce que ce serait les villes qui ont mis, en place, la récolte des données ou le fabricant du programme? On ne sait pas.
Donc après, dans ces programmes compliqués, il faudra analyser les logs quand on va s'il y a procès, s'il y a, des, questions d'assurance, de remboursement, bah, on ne sait pas trop, qui en sera responsable. Aussi, dans les smart cities, l'un des très, très gros problèmes, c'est le manque de sécurité des équipements. Par exemple, on sait, en Russie, il y a beaucoup de caméras, mais qui sont très, très peu protégées, ils sont facilement accessibles, donc des caméras dans des villes. Donc ça porte de gros problèmes de sécurité et de vie privée parce qu'on ne sait pas ce que les gens qui piratent les caméras, que vont-ils faire de ces données? Donc c'est un problème, assez important. Alors, pour conclure, hein, je vais revenir sur, l'importance des smart cities, et de la vie privée et des pistes de solutions pour les entreprises, pour respecter les lois de la vie privée de ses utilisateurs. Donc, voici quelques pistes de solutions. Donc, la première, ce serait consulter les citoyens pour savoir, leur avis sur la vie privée, ce qui est important pour eux ou pas. La deuxième, ça serait, mettre un point d'honneur à la transparence, que les utilisateurs puissent avoir accès aux données et savoir ce que les entreprises font de leurs données. On a très peu d'informations aujourd'hui, sur ça. La troisième, ça serait, de vraiment, nommer des responsables des données, parce que en cas de fuite ou, de traitement, des données, illégaux ou non autorisés par, l'utilisateur, qu'il y ait, un responsable en cas de ju en cas d'appel à justice ou jugement. En quatrième, on a des mesures, relatives à l'anonymat et à la vie privée, que les entreprises doivent vraiment, travailler, sur ça. La cinquième, ce serait des cyberdéfenses appropriées, car trop de capteurs de city, de smart city se sont fait pirater, dans le passé, par exemple des caméras en Russie où tout le monde avait accès à ces données et on ne sait pas trop, à quoi ont pu servir ces données, comment ils ont été utilisés. Et le 6, c'est d'avoir une réglementation, vraiment forte sur, l'utilisation des données. Que tout le monde sache, comment utiliser les données et qui gagne et qui fait quoi avec. Donc, aussi je vais vous parler, bah, que la bataille de la vie privée n'est loin d'être, gagnée, même que limite on recule, avec, l'adaptation des objets connectés, et de la smart city, car beaucoup d'objets, prennent des informations aux utilisateurs sans que l'utilisateur ne soit au courant. Par exemple, une caméra dans la rue, on ne demande pas à l'utilisateur s'il avait envie d'être filmé ou pas, ou, des choses comme ça. Et je vais rebondir aussi sur le fait que les GAFA, il faut faire de moins en moins confiance aux GAFA car, ils deviennent toujours plus puissants et on a déjà vu dans le passé qu'il y a eu des problèmes de fuite de données avec eux et qui donnaient l'accès aux services de renseignement des US, à toute personne, à toutes les informations de tout le monde, qui utilisait les services des GAFAM, par exemple Google, Microsoft, et autres. Et aussi que, il faudrait arrêter les lobbies des grandes, des GAFA, pour arrêter qu'ils fassent pression sur, l'Union européenne et ses députés. Ce qui pose, assez problème, de niveau éthique, que les lobbies, puissent, influencer les décisions des politiques qui souvent, ne sont pas super, informés sur, les sujets technologiques poussés et les nouvelles technologies. Et donc, on doit faire des même si les lois sont assez protectrices, dans l'Union européenne et en France, hem, ces lois sont assez compliquées à mettre en place avec, la complicité, des algorithmes du futur. Par exemple, avec l'utilisation de statistiques de plusieurs sources de données, des millions de codes qu'il y a dans les voitures autonomes et on ne sait pas trop qui, sera responsable donc on a des lois assez efficaces, mais
pas beaucoup de moyens pour les appliquer. Donc, ce serait, conclure sur ça, la bataille pour la vie privée n'est pas encore gagnée, loin de là et c'est une bataille, de tous les jours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on sera, ravis de pouvoir y répondre.